Bonsoir à tous, l'heure de votre journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus à la une de l'actualité de ce soir. Ce bras de fer qui se poursuit entre Tunis et Rabat. Après avoir refusé de participer au championnat nord-africain de karaté, le royaume chérifien n'enverra pas non plus son équipe de volleyball aux prochaines compétitions prévues à Tunis. On reviendra sur cette brouille plus en détail dans ce journal avec Vincent Gesser. Il est notre invité. Les avocats de Poulchiri Balé convoquent la presse accusée d'entente avec une puissance étrangère. La militante est en prison depuis son retour du Mali. Elle s'y était rendue pour négocier la libération des 49 soldats ivoiriens détenus. Et puis l'affaire Paul Pogba, vue de Guinée. La presse nationale s'en est emparée. Quelques grands titres y consacrent leur une. Malik Diakité en a compilé certaines. Vous le verrez plus en détail dans ce journal. Je vous le disais à l'instant, donc le bras de fer qui oppose Tunis et Rabat. La Fédération marocaine des droits du consommateur met à son tour la pression. L'organisation appelée au boycott de produits en provenance de Tunisie. Le Royaume voit rouge depuis l'accueil très officiel accordé au leader du Front Polisario, Brahim Rali, a été reçu par le président Saïd en personne. Tout un symbole. Camille Delek. La tension entre le Maroc et la Tunisie ne faiblit pas et se fait sentir dans plusieurs secteurs. La Fédération marocaine des droits du consommateur appelle à un boycott. La Fédération marocaine des droits du consommateur condamne les positions hostiles du chef de l'État tunisien à l'égard de la cause nationale, en recevant un séparatiste et un terroriste à la tête d'un État fictif. La conséquence d'une crise déclenchée entre les deux pays ce week-end lors du sommet Afrique-Japon à Tunis. Le président tunisien Kais Saïed s'est rendu à l'aéroport pour recevoir personnellement Brahim Ghali, le chef du Front Polisario qui revendique l'autonomie du Sahara occidental. Pour Rabat, le territoire est marocain et son autonomie n'est pas reconnue par la majorité des pays ni par l'ONU, mais est reconnue par l'Union africaine et l'Algérie. Ces derniers jours, les ambassadeurs respectifs des deux pays ont été rappelés. Mercredi, le Maroc a annoncé que son équipe de volleyball ne participera pas aux prochaines compétitions prévues à Tunis. Il y a une grande tension maintenant et il y a une tentative d'utiliser cette crise pour aggraver la situation diplomatique et politique entre deux pays frères et amis. Il est donc important de calmer la situation. Le Maroc souhaite que ses alliés aient une position claire sur le statut du Sahara occidental. Rabat propose un plan d'autonomie sous sa souveraineté, une initiative rejetée par Brahim Ghali qui demande un référendum d'autodétermination sous l'égide de l'ONU. Notre invité ce soir, c'est vous, Vincent Gesser. Bonsoir à vous. Vous êtes chercheur à l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans. Vous avez notamment publié plusieurs ouvrages sur les pays du Maghreb. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Merci. Vincent Gesser, jusqu'où peut aller cette brouille entre Tunis et Rabat? Écoutez, elle peut aller encore très loin, hein. Notamment on voit aujourd'hui il y a un véritable mouvement au Maroc de boycott qui s'organise à partir, entre guillemets, d'organisations de la société civile. En revanche, du côté tunisien, il y a quand même une gêne. Pourquoi? Tout simplement parce que beaucoup de Tunisiens ne sont pas très contents de cette brouille. Pour eux, c'est une rupture ou du moins une évolution inquiétante par rapport à ce qu'on appelait en Tunisie la diplomatie ou la neutralité positive de la ligne diplomatique tunisienne et aimerait bien voir la Tunisie revenir dans ce giron classique de la neutralité positive où elle était une grande médiatrice entre l'Algérie et le Maroc, alors que là, elle apparaît un peu trop dans le camp de l'Algérie. Donc, du côté de Tunis, en tout cas, il y a quand même beaucoup de pression interne pour que Kais Saïed revienne sur cette politique de neutralité positive. Alors justement, pourquoi est-ce que la Tunisie a soudainement changé de position? Pourquoi avoir rompu avec cette neutralité maintenant? Bonne question. D'abord, une situation très difficile sur le plan économique, hein. La Tunisie connaît des pénuries de produits essentiels comme le sucre, comme le café, comme je dirais même la farine, c'est-à-dire des produits qui sont des produits alimentaires de base. Elle connaît des problèmes d'approvisionnement en gaz. Or, vous savez, de ce point de vue-là, l'Algérie est un pays gazier, est un pays qui est susceptible d'y fournir de gaz. Et puis, il y a aussi une dimension, il y a deux autres dimensions. Une dimension aussi d'isolement de la Tunisie diplomatique, très, très forte pression américaine pour revenir à une forme de normalité démocratique. Et puis, les deux grands alliés de la Tunisie, qui est quand même l'Égypte et les Émirats arabes unis, c'est pas qu'ils l'ont lâché, mais ils ont pris leur distance. Donc elle est quand même isolée, ce qui l'incite quelque part un peu à se jeter dans les bras de son voisin à la fois inquiétant mais rassurant, qui est l'Algérie.
Donc le président algérien, le président Tebboune, a-t-il joué un rôle dans ce basculement? Ah, mais bien sûr, vous savez, bien sûr que l'Algérie a eu une diplomatie active pour amener Kais Saïed à faire cette invitation du leader du Polisario. Pourquoi? Parce que l'Algérie a peur d'un deuxième Maroc sur sa frontière Est. En deux mots, l'Algérie ne veut pas que la Tunisie se maroquinise, devienne un deuxième Maroc, c'est-à-dire un pays qui serait trop près d'un certain nombre de pays du Golfe, comme les Émirats et l'Arabie Saoudite. Et aussi, faut-il le dire, la question israélo-palestinienne. Kais Saïed n'a jamais caché son hostilité à l'égard de ce qu'on pourrait appeler une politique de normalisation. L'Algérie est totalement sur cette ligne. Or, de ce point de vue-là, l'Algérie veut un allié sûr qui ne se rapproche pas trop de l'État d'Israël. Et là, c'est clair que c'est un grand différent, puisque les deux alliés de la Tunisie, qui étaient les Émirats et l'Égypte, reconnaissent aujourd'hui Israël, alors que Kais Saïed ne veut toujours pas reconnaître cet État. Et de ce point de vue-là, l'Algérie donc fait une alliance de raison avec une Tunisie, car elle a peur vraiment d'un deuxième Maroc sur sa frontière Est. Et sanctionne justement le Maroc pour avoir paraphé ces accords d'Abraham. Oui, effectivement. Et actuellement, on voit bien que mais le Maroc n'est pas isolé, c'est ça la grande différence. Et alors que la Tunisie est de plus en plus isolée, et notamment du point de vue des États-Unis. Les États-Unis n'ont jamais été aussi durs à l'égard de la Tunisie, même à l'époque où Ben Ali connaissait pourtant une dérive autoritaire. Alors là, il faut s'interroger. Est-ce qu'on va aller voir la Tunisie s'enfermer sur un axe qu'on pourrait dire sino-russe et algérien, ou est-ce qu'on va recréer une forme de médiation avec la Tunisie pour effectivement espérer, non pas forcément qu'elle devienne un deuxième Maroc, mais qu'elle renoue avec ce principe de diplomatie positive, de neutralité positive, qui avait été la ligne diplomatique suivie par Bourguiba, Ben Ali, Marzouki et encore davantage par Béji Caïd Sebsi, qui est un des pères de la politique étrangère tunisienne. Et je reviens sur le Maroc, Vincent Gesser. Vous dites que le Maroc n'est pas tout à fait isolé, alors peut-être pas sur la scène internationale, mais au sein du Maghreb même. Est-ce qu'il n'est pas en train de s'isoler justement, à se fâcher avec le voisin algérien, maintenant avec la Tunisie, qui avait été un pays ami? C'est clair. Le Maroc s'est isolé, mais le Maroc a déjà développé un système d'alliance, si je puis dire, qui enjambe à la fois l'Algérie et la Tunisie, en clairement aujourd'hui menant des accords de coopération et même une intégration quasiment avec d'autres pays arabes, par exemple les pays du Golfe, puisque le Maroc fait partie du Conseil de coopération du Golfe. Le Maroc mène aujourd'hui même des opérations militaires avec les pays du Golfe, c'est-à-dire que le Maroc, bien sûr, est soucieux de sa politique maghrébine, mais est soucieux aussi de son intégration dans le monde arabe. Et aujourd'hui, il ne manque pas d'alliés. Même l'Égypte aujourd'hui semble approuver la position marocaine. Et j'ai cru entendre que l'Égypte aussi avait mené une forme de boycott sportif à l'égard de la Tunisie. L'Égypte, qui est pourtant le principal allié de Kais Saïed, qui a soutenu les coups d'État et qui aujourd'hui rejoindrait une position marocaine. Ce qui veut dire que le Maroc, de toute façon, a le soutien américain, a le soutien saoudien, a le soutien émirati. Et donc, de ce point de vue-là, son isolement diplomatique est moindre que celui de la Tunisie. Et beaucoup d'élites tunisiennes qui, pourtant, ne veulent pas blâmer Kais Saïed, qui considèrent qu'il a eu quand même un acte de courage, lui demandent quand même de faire preuve de raison et de revenir à ce bon pratique de la diplomatie positive, de la neutralité positive, c'est-à-dire être le médiateur au sein du Maghreb, voire même au-delà, au sein de l'Union africaine. Merci beaucoup, Vincent Gesser. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. À Abidjan, les avocats de Poulchiri Igbale passent à l'offensive et dénoncent un complot visant leur cliente. La militante de la société civile est incarcérée depuis son retour du Mali. Elle s'était rendue sur place pour tenter d'obtenir la libération des 49 soldats ivoiriens détenus depuis le 10 juillet dernier. Sadia Mandiou nous en dit plus. L'affaire Poulchiri Igbale rencontre l'affaire des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali. Tout commence le 3 août lorsque l'activiste est arrêtée à l'aéroport d'Abidjan de son retour du Mali. Elle est relâchée, mais son téléphone portable et son passeport sont confisqués. Le 22 août, on l'appelle pour qu'elle vienne récupérer ses affaires. À la place, elle est interrogée et mise en garde à vue. Dans la foulée, sa maison est perquisitionnée sans mandat. Pour ses avocats, c'est un scandale. Cette affaire est malhonnête et la procédure porte atteinte aux droits de leur cliente. Mais pour le procureur de la République, Richard Adou, cette incarcération est justifiée. Pour lui, lorsque Poulchiri Igbale se rend au Mali pour trouver une solution diplomatique pour libérer les soldats, elle sous-entend que le gouvernement ne le fait pas. Ce matin, ses avocats ont tenu une conférence de presse au siège de l'association. On écoute Maître Éric Saki. Suffirait-il d'aller au Mali
et y revenir pour que cela constitue une entente avec une puissance étrangère ou avec les agents d'une puissance étrangère, nous ne le croyons pas. Sur l'infraction de troubles à l'ordre public, il est curieux de constater qu'aucun mot d'ordre invitant à la révolte, encore moins à participer à une manifestation quelconque, n'a été lancé par notre cliente à la population, rendant délétère le climat social. Pour ses avocats, Pulchere Bale n'a rencontré aucune autorité des transitions maliennes ni les prisonniers. Ce n'est pas la première fois que l'activiste est incarcérée à Abidjan. En 2020, elle a été arrêtée et mise en prison pour avoir appelé à manifester contre la candidature d'Alassane Ouattara. Concernant les 49 soldats ivoiriens, les négociations sont toujours en cours selon les autorités ivoiriennes. Plusieurs médiations, sachez-le, sont en cours pour obtenir la libération de ces 49 soldats, dont celle du Togo et de leaders religieux maliens. Voilà ce qu'on peut dire pour l'heure sur ce dossier. Le nom de Paul Pogba est, vous le savez, depuis plusieurs jours associé à une sombre affaire d'extorsion. Son frère aîné Mathias est impliqué. Le parquet de Paris a ouvert une enquête. Ces accusations font aussi réagir en Guinée, le pays d'origine du joueur. Il y était d'ailleurs en juin dernier. C'est à ce moment-là que ces images avaient été tournées. La presse nationale s'est elle aussi emparée de cette affaire. Malik Diakité est à Conakry pour France 24. C'est une affaire qui a fait grand bruit ici à Conakry et la presse s'en est emparée, comme l'hebdomadaire La Lance, dans sa publication de ce mercredi qui titre « Les frères Pogba lavent le linge sale en public ». Nous sommes allés à la rencontre de certains journalistes sportifs du pays. Pour eux, cette affaire vient entacher l'image d'une famille réunie que renvoya les frères Pogba. On ne peut pas imaginer un seul instant que cela puisse arriver, notamment au sein de cette famille-là qui est toujours assez soudée, avec une mère qui a toujours veillé sur ses 3 enfants. Voilà, donc c'est vraiment une surprise pour nous de savoir que les frères Pogba aujourd'hui sont en train de s'entre-déchirer. On est un peu choqués, on est un peu surpris de ce qui se passe parce que ça vient quand même de 2 frères. Et on avait tellement l'habitude de les voir ensemble, tous les 3, Florentin, Mathias et Paul. Quand ils sont ensemble, ils donnent vraiment cette envie de vivre, de bien vivre. Les frères Pogba sont très bien connus ici en Guinée. Mathias Pogba a déjà fait 2 sélections avec le Sili national, le nom de la sélection guinéenne de football. En juin dernier, Paul Pogba avait participé à un match de charité ici à Conakry où il avait été accueilli par des milliers de Guinéens. Vous l'aurez compris, l'affaire Pogba est bien suivie ici en Guinée, leur pays d'origine. C'est la fin de cette première édition du Journal de l'Afrique. Paris Direct continue et nous on se retrouve dans 45 minutes. À tout à l'heure.